Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Donc, je propose qu'on démarre. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on essaiera d'y répondre. Donc, je me présente, je suis Mélissa et je travaille chez Compagnie. Et Compagnie, c'est un organisme de formation, mais aussi d'accompagnement des structures et des établissements médico-sociaux. Donc, moi, au quotidien, je les accompagne dans la réponse à leurs enjeux de management, de communication et aussi de collaboration en équipe. Et du coup, par rapport à cette heure qui va se dérouler, je voulais aussi vous inviter à être ouvert d'esprit. Parce qu'en fait, imaginez qu'on arrive dans un restaurant avec un buffet à volonté. En fait, on a beaucoup de plats qui sont devant nous, mais on sait on va sélectionner quelques plats dans notre assiette. Et cette sélection-là, elle va se faire en fonction des plats dont on a envie, des plats qu'on veut découvrir, des plats qu'on est curieux en fait de connaître et surtout des plats qui vont être assez digestes et que notre organisme va tolérer. Donc en fait, c'est la même chose pour les équipes autonomes. On aura plusieurs ingrédients qui vont nous être présentés aujourd'hui par Gabrielle et par Audrey. Et du coup, sentez-vous libre de piocher en fait parmi ces ingrédients-là, ceux qui vous font envie, ceux que vous avez envie de tester, d'explorer. Et du coup, avec une ouverture d'esprit, sentez-vous libre de poser toutes vos questions et soyez curieux. Donc, ce webinaire, il vient à la suite du premier qui a été organisé par Anaïs et par Osvaldo, Mélodie et Clément qui ont présenté le pourquoi ils avaient décidé de sauter les pas en fait des équipes autonomes. Et du coup, nous, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une partie sur le comment. Donc, lorsqu'on est décidé, lorsqu'on sait vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller, par où est-ce qu'on commence, et c'est ce à quoi, en fait, nos charmantes invités vont essayer de répondre à comment est-ce qu'elles ont défini leur parcours d'accompagnement vers les équipes autonomes. Donc, je vais laisser la parole à Audrey, ensuite à Gabrielle et enfin à Chantal pour se présenter leur structure et le rôle qu'elles ont dans cet organisme-là. Merci Mélissa. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Audrey Dimer, je dirige l'association 2APA qui est basée à Haguenau, donc dans le nord de l'Alsace. Nous avons amorcé notre transformation en décembre 2021 avec le collectif L'Humain d'abord, puis avec Compagnie pour la partie formation à partir de septembre 2022 et nous avons mis en place nos équipes autonomes depuis le mois de mars de cette année. D'accord, mais merci beaucoup. Et Gabrielle? Alors oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Gabrielle, je travaille pour une structure en Gironde qui s'appelle Aide à venir. Moi, ça fait 5 ans que j'y travaille, mais ça fait 4 ans qu'on a entamé une transformation, accompagnée aussi par un bout par le collectif Humain d'abord et par Compagnie qui est venu nous former, nous donner de bons ingrédients pour nous aider dans le processus de transfo. Et aujourd'hui, je suis aussi formatrice Compagnie, ce qui me permet d'agir à la fois en interne, à la fois dans notre structure par moment pour des contrats, pour des structures qui se lancent aussi dans l'aventure. Ok, mais c'est parfait. Et vous, Chantal? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Chantal. Je travaille à l'association 2APA depuis 10 ans et au départ en tant qu'auxiliaire de vie. Par la suite, depuis 2017, chargée d'évaluation et de suivi social et en supplément encore le baluchonnage qui s'est rajouté il n'y a pas trop longtemps. Et voilà, et avec ça, j'ai rejoint les équipes solidaires dans ce nouveau projet depuis maintenant, on a démarré depuis le mois de mars. Ok. Équipe solidaire, je rappelle un peu. En fait, oui. Les équipes solidaires, c'est le nom en fait que l'association 2APA a donné aux équipes autonomes. Donc voilà, encore une fois, on est libre de donner des petits noms à ce modèle organisationnel. Donc voilà, on a les équipes solidaires chez 2APA et peut-être qu'on a d'autres appellations. Donc on pourra partager ces petits noms avec vous plus tard. Donc merci aussi à vous de vous être présentés. Après ce tour de table, on peut déjà démarrer
Donc, du coup, vous saviez pourquoi, en fait, le modèle des équipes autonomes, il correspondait à ce vers quoi vous vouliez allier. Et pour démarrer ce parcours de transformation, comment est-ce que vous avez communiqué en interne et quelles ont été vos premières peurs, Audrey? Alors, au démarrage du projet et même dans les mois qui ont un petit peu précédé, nous en avons d'abord parlé lors des réunions du personnel. Début 2022, nous avons réparti nos intervenants en équipes sectorisées et dans chaque secteur, on a désigné un référent qui sont plus tard devenus en sémantique des éclaireuses. Elles nous ont accompagnés dans le parcours, dans la mise en place du cadre, etc. Et elles ont communiqué régulièrement auprès de leurs collègues à travers des réunions de secteur. On a également communiqué par mail avec des lettres d'information. Alors, le premier frein auquel on a dû faire face, ça a été plutôt du côté de notre comité, de notre présidence, parce qu'il leur semblait difficile d'imaginer que nos auxiliaires de vie, nos aides à domicile, elles puissent être autonomes, elles puissent faire leur planning, etc. Le frein du côté des intervenants, ça a plutôt été des peurs situées sur la surcharge de travail que tout ça allait représenter. Certains se sont dit, mais nous, on va tout faire, et puis au bureau, ils n'auront plus rien à faire. Pour l'équipe support, donc responsable de secteur, coordinatrice, la difficulté était plutôt dans le fait de déléguer. Ça leur paraissait compliqué d'imaginer aussi que ce soit les intervenants de terrain qui puissent faire une partie de leur travail et la peur de ne plus avoir de rôle après la transformation également. Ouais, c'est toujours cette peur-là, elle est vraiment partagée au début du process. Et toi, Gabrielle, comment ça s'est passé dans ta structure? Il y a beaucoup de points communs sur les peurs. Mais en tout cas, sur le processus de communication, je me rappelle qu'on a fait d'abord un temps avec le staff, en fait, les équipes fonctions support, les responsables de secteur, tout le staff en fait administratif, où notre directeur à l'époque, David Lenorcy, nous a parlé du projet. Avec on a regardé avec de grands yeux, en même temps, enfin moi ça a vite fait écho à des valeurs fortes d'autonomie, justement, de responsabilisation qui me tenaient à cœur, que j'ai commencé en tant que responsable du secteur. Et à ce moment-là, ça n'avait pas trop de sens pour moi de donner des ordres à des gens dont je ne connaissais même pas le métier. Donc en même temps, ça faisait écho, et en même temps, c'était un peu waouh, mais comment va-t-on arriver à ça? Donc d'abord ce premier séminaire-là, et après on en a fait un autre on a fait venir à ce moment-là une coach externe qui est venue pour nous mettre en mouvement. On était très nombreux à ce moment-là pour nous mettre en mouvement sur cette grande transfo avec le sens où est-ce qu'on veut aller, comment on va s'y prendre, etc. Donc ça, c'est dans les premiers éléments de communication. On a commencé par nous, quoi, comme ça, le staff, puis on a élargi à nos professionnels du terrain. Ok, Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, toi, Chantal, ça fait 10 ans que tu travailles dans l'association et tout d'un coup, Audrey, elle te fait part d'un projet. Du coup, comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce qui te faisait peur, en fait, dans ce projet à la fois? Qu'est-ce qui t'enthousiasmait? En fait, avec Audrey, les projets sont toujours très innovants. Elle aime bien avoir de nouveaux projets tous les 2 ans à peu près. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'étonnait, quoi. Mais surtout qu'il y a le baluchonnage et des choses comme ça. Donc, j'ai toujours aimé suivre tous les nouveaux projets. Donc, moi, j'étais partante sur ce projet également. Par contre, ce que je n'ai pas compris dès le départ, c'est qu'il y aurait un énorme chamboulement. Carrément un gros virage. Et ça, je l'ai compris que quand on est allé en formation à Lille avec l'Humain d'abord. Là, j'ai compris petit à petit que ce serait quelque chose, on va tourner la page et on va rester à autre chose carrément. Parce que c'est vrai qu'au bout de 10 ans, on a quand même une façon de travailler qui est plus du tout pareille que maintenant. On est obligé de l'oublier, quoi. Ouais, je comprends. Et du Mais coup, c'est que bénéfique, hein. Bénéfique, c'est que du bonheur. D'accord. Et du coup, Audrey, toi, dans ta structure, comment est-ce que tu as démarré? Est-ce que tu as transformé tout le monde ou est-ce que tu as démarré avec un certain nombre d'équipes? Comment ça s'est passé? Alors, on a d'abord suivi, en fait, je ne voulais pas faire de changement avant qu'on ait un accompagnement. Donc, on a d'abord suivi le parcours d'accompagnement pendant 12 mois avec le collectif L'Humain d'abord. Donc, j'ai en premier lieu suivi une journée à Paris en décembre 2021 avec d'autres dirigeants.
On a ensuite constitué un comité de projet avec 10 intervenants à domicile, donc qui sont devenus nos éclaireuses, dont un membre de notre comité social et économique et Chantal, notre chargée d'évaluation et de suivi social, ainsi que 3 personnes de l'équipe administrative, donc responsable de secteur, coordinatrice et moi-même. On s'est réunis donc 3 fois 2 jours à Lille, en mars, en septembre et en décembre 2022, avec ce comité de projet et 4 autres structures en transformation. On a également eu 3 jours en intra, une en mai et en novembre 2022 et la dernière en février 2023, juste avant notre démarrage. Et en parallèle, on a suivi le parcours de formation avec compagnie, donc à travers 3 formations. Construire une vision et un cadre pour une organisation autonome, passer de la posture de manager à la posture de coach, et pour tous les intervenants, savoir évoluer en équipe autonome. On a réalisé sur l'année 2022 beaucoup de réunions avec l'équipe projet, avec l'équipe support sur les thématiques de gestion de planning, de préparation de réunions, d'organisation de déplacements, réflexion, échange sur le cadre, le fonctionnement, etc. Et donc, nos équipes ont vraiment démarré en autonomie le 6 mars 2023. Elles sont donc 8 équipes sur des secteurs d'intervention différents. Ce qui a construit les équipes, c'est notre géographie. Et l'équipe support, pour l'instant, les accompagne encore quelques mois dans leur autogestion et elles sont toujours un relais en cas de besoin. Chaque équipe se réunit 2 heures toutes les 2 semaines avec une des accompagnatrices, donc c'est la responsable de secteur ou la coordinatrice. Et donc, les prochaines étapes maintenant, c'est de travailler avec chaque équipe pour qu'elle devienne autonome sur la gestion des plannings, des réunions et du suivi quotidien des personnes accompagnées. D'accord. Ok, c'est assez clair. Et du coup, Gabrielle, comment ça s'est passé du côté de l'aide à venir pour ce parcours? C'était le parcours de formation, la question, c'est ça? C'est ça, en fait, voilà, le parcours de formation. Alors, nous aussi, on a été accompagnés par compagnie de mémoire. Est-ce qu'on a eu la formation cadrage? J'avoue que les souvenirs commencent à dater gentiment, c'est bon signe. Mais en tout cas, je me souviens alors, c'est sûr qu'on a fait, nos managers ont passé la formation, passée d'une posture de manager à une posture de coach, tout le monde. Et certaines de nos équipes, savoir évoluer en équipe autonome. Nous, on a fait le choix, on a pris le parti, enfin en tout cas, mon directeur à l'époque a pris le parti de créer un accompagnement aussi en interne, donc poste que moi je porte aujourd'hui, que j'occupe, qui est, j'accompagne la transfo finalement dans le mouvement avec une collègue qui s'occupe, elle, plus du volet opérationnel. Donc, on a créé en interne des agents du changement, coach. Moi, j'ai passé une école de coach en plus de la formation de compagnie pour permettre d'amener ces ressources-là aussi en interne. En fait, c'est un processus qui est long et qui se termine sensiblement jamais, puisqu'en tout cas, qui a toujours besoin d'être accompagné, revu, corrigé, réajusté. Et cette posture d'un accompagnant en interne peut permettre ce mouvement, cette vigilance, cette veille, que ne vaut pas un accompagnement externe non plus, puisque ça amène aussi beaucoup de plus-value d'avoir un regard extérieur. Nous, à l'époque, on avait Antoine Bondel du collectif qui venait nous refléter, nous confronter, nous mettre en lumière nos décisions, nos tentatives, nos essais, nos ajustements. Il venait nous, voilà, ce qui avait vraiment une plus-value par rapport au côté interne, qui est très chouette, mais qui fait qu'on a quand même la tête dans l'aquarium, on nage avec les autres. Donc, Ok. C'est intéressant de voir en fait les 2 approches que toutes les 2 avaient eues par rapport à cet essaimage en interne. Et du coup, on entend beaucoup parler de cadre, il faut mettre le cadre, c'est important le cadre, il faut cadrer, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le cadre finalement? Comment est-ce que ça se représente dans votre structure? Est-ce que c'est une image, c'est un mot, c'est une doctrine? Chez toi, Gabrielle, dans ta structure, comment est représenté ce cadre et comment est-ce qu'il vit en fait au quotidien? Alors, ce cadre, nous, on sensibilise les équipes et puis nous-mêmes, accompagnants, on essaye d'être proche de ce cadre-là qui a été défini par notamment notre directeur sur 4 grands piliers. Donc, il y a le respect du volet économique, le respect du bien-être de tous les bénéficiaires. Voilà, il y a 4 grands items comme ça qui représentent comme les 4 piliers du cadre. Donc, il y a celui-ci, le gros cadre pour tout le monde. Et puis, il y a aussi les règles qui sont construites en équipe sur comment on va s'organiser, comment on va fonctionner ensemble à l'intérieur du grand cadre. Chaque équipe a comme un peu ses règles du jeu pour cette équipe-là et des chartes relationnelles. Et donc ça, c'est vraiment les 3
on s'appuie sur ces 3 piliers-là, le grand cadre, les règles, les chartes, pour toujours s'interroger, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est dehors, si on a un souci, où est-ce qu'on en est de nos règles de fonctionnement, par exemple. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie fréquemment, quoi, sur ces 3 versants-là, ce qui est déjà posé et puis ce qui est construit en équipe avec cette volonté, cet engagement à challenger sur avez-vous posé une règle par rapport à ça, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Voilà, moi j'invite souvent, très fréquemment, les auxiliaires à se re-questionner sur est-ce que les règles sont trop fermes, est-ce qu'elles sont trop souples, est-ce qu'elles leur permettent d'avoir assez de liberté de mouvement ou est-ce qu'elles les protègent assez de certains écueils que peuvent représenter aussi les équipes autonomes, notamment en termes de surinvestissement. Ok. De ce que j'entends, en fait, ce cadre-là, il est assez vivant, il n'est pas figé, c'est quelque chose qui s'adapte, qui se remodèle aussi en fonction au fil des années. Et il y a aussi un côté un peu d'exemplarité où toi aussi, tu es soumise au respect de ce cadre-là. Donc, c'est pas juste pour les équipes, c'est vraiment pour tout le monde, qu'il y ait une bonne cohésion au sein de la structure. Et toi, Audrey, comment se caractérise le cadre chez Alors, ça ressemble un petit peu à ce que Gabrielle a exposé. Alors, on l'a construit sur l'année 2022 avec des réunions, des échanges, des réflexions. Et tout ça a donné lieu déjà à la définition de nos valeurs. Donc, on est parti sur 4 valeurs, le respect, la bienveillance, la co-responsabilité, la solidarité. Et à partir de ces valeurs, on a décliné des grands principes de fonctionnement, donc avec 4 axes également, le respect des besoins de l'usager, le respect des obligations légales, d'être solidaire, de faire de son mieux et de chercher des solutions. On demande maintenant à chaque équipe d'écrire en fait sa propre charte de fonctionnement aussi, d'y intégrer par exemple le droit à la connexion, les règles de communication entre elles, etc., en sachant que chacune de ces chartes ne devra pas dépasser le cadre global de nos principes et de nos valeurs. Ok, d'accord. Et du coup, Chantal, toi, dans ta posture d'auxiliaire de vie, comment est-ce que tu as accueilli ces cadres? Est-ce que c'est encore ces règles qui vont nous contraindre ou en fait, est-ce que c'était quelque chose de sécurisant? Comment est-ce que tu as vécu ce cadre-là? On a vécu ça avec beaucoup de naturel, puisque déjà au niveau d'association, ça n'a jamais été trop cadré, comment je veux dire. C'est très, très bienveillant chez nous. Donc voilà, nous on l'a accepté et puis on essaye de s'y attacher. Et puis dès qu'on sort, on se pose la question, est-ce qu'on est bien dans le cadre ou pas, ou on y est ou pas. Puis on s'y remet et puis voilà. Non, en fait, c'est pour que tout se déroule parfaitement bien au niveau du bénéficiaire et au niveau des intervenants également. Ok. Tout va bien. Non. Audrey, vous donnez vraiment envie à ce qu'on rejoigne votre structure parce que quand on entend Chantal témoigner, Merci. Il fait quand même bon vivre à l'association de Zappa. Ok. Et du coup, une autre question, donc du coup, c'est vraiment la question aux millions d'euros. Quel est le quotidien d'une responsable de secteur qui devient coach? Parce qu'en fait, on se dit, mais je lègue le planning, je donne de l'autonomie, je responsabilise, je délègue. Qu'est-ce que je fais au final? Est-ce que tu peux nous partager un peu, Gabrielle, le quotidien de la coach chez Adavenir? Alors, les ex-responsables de secteur, alors nous, elles ont décidé de s'appeler des chargés de relations. Donc, nous, il y a 2 pôles, quoi. Il y a les chargés de relations qui sont en lien avec les équipes autonomes, plus particulièrement axés là-dessus. Et puis, il y a les chargés de relations qui sont en lien plus particulièrement sur les problématiques en lien avec les bénéficiaires. Donc, en gros, pour faire vite, alors déjà, elles ont encore beaucoup de travail, il n'y a pas d'ennui, c'est très clair. Par contre, il y a beaucoup d'accompagnement. C'est une grande vigilance à être à l'écoute, à être proche, à écouter les problématiques vécues soit en individuel, soit en groupe. Et du coup, c'est beaucoup de présence, beaucoup d'accompagnement avec une possibilité de toujours reprendre la main en cas de problème, c'est des soutiens directs, donc elles peuvent aussi repasser en mode pompier qu'elles connaissaient bien à la base, qu'une responsable de secteur à la base, elle avait beaucoup cette casquette-là chez nous, en tout cas, de répondre beaucoup à l'urgence. Et aujourd'hui, elles ont plus le temps de se relier à ce qui est dit important, plus que l'urgent. L'urgent, ça se règle étonnamment rapidement, même au début, ça faisait assez drôle de voir à quel point les problématiques qu'une responsable secteur mettait 3 heures à résoudre se résolvent finalement beaucoup plus vite dans l'intelligence collective d'une équipe de professionnels.
Donc c'est beaucoup d'accompagnement, c'est de la présence aux réunions, c'est de l'individuel, c'est passer des coups de fil, c'est être proche finalement de ce qui est vécu sur le terrain et d'être toujours en soutien. Il y a toujours ce volet soutien et aussi garant du cadre. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois des sorties de route, des oublis sur des plannings, des choses qui devaient être faites et qui ne sont pas faites parce qu'elles n'ont pas eu le temps, parce que c'est un peu la cata sur cette semaine-là, etc. Ok. Donc c'est soutien plus, quoi. D'accord. Et je fais une petite parenthèse. Je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Donc, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou sinon, on prendra un petit temps dédié à la fin pour y répondre. Et du coup, Audrey, moi, la question que j'avais pour toi, qu'est-ce que tes coachs ou je sais pas, l'appellation que tu leur donnes dans ta structure, qu'est-ce qu'elles aiment aujourd'hui dans leur travail? Alors, nous, on les a appelées, du coup, elles se sont appelées, parce que chacun a défini ses noms, ce sont les accompagnatrices. D'accord. Donc, elles accompagnent pour l'instant, elles sont présentes encore à toutes les réunions des équipes pour les faire gagner en autonomie. Ce qu'elles font au quotidien avait évolué, puis on revient là un petit peu. Donc, comme disait Gabriel, c'est vrai qu'on ajuste un petit peu. Au départ, on s'était dit qu'on allait gérer tous les plannings en réunion, mais finalement, 2 heures, ça passe quand même très, très vite. Donc là, on est revenu un petit peu en arrière. Elles refont le gros des plannings en amont, et puis finalement, lors des réunions, elles discutent en fait plutôt sur l'aménagement du quotidien, mais le global est fait en amont. Elles ont ce rôle effectivement de soutien, de leur apprendre à se débrouiller, de leur faire comprendre qu'en fait, les réponses, elles les ont, que ce ne sont pas nous au bureau qui pouvons répondre à tout, mais qu'elles-mêmes, elles ont en elles en fait tout ce qu'il faut pour y arriver seules. On se rend compte aussi, alors ça fait écho à ce que disait Gabriel avant, que d'avoir peut-être une personne supplémentaire qui serait vraiment juste en charge de l'accompagnement, même des coachs et des équipes, ça pourrait être aussi bien à envisager. Pour l'instant, je tiens ce rôle, mais je n'ai pas toujours la disponibilité. Donc, sur certaines semaines où je ne vais pas être dispo et où elles auraient besoin d'échanger, ça peut coincer un petit peu. Donc voilà, il y a peut-être encore des aménagements qu'il faut qu'on fasse. Ok, j'ai une question dans le chat. Du coup, est-ce que vous avez maintenu le même nombre de responsables de secteur qui sont devenus coachs? Nous, oui. Ok. Nous aussi. Oui, parce que le but, en fait, de cette mise en place, c'est de pouvoir les libérer sur des petites choses du quotidien que les équipes vont très bien gérer. Comme le disait tout à l'heure Gabriel, une RS va prendre 3 heures à faire quelque chose là où l'équipe va agir très vite. Et du coup, ça libère du temps à l'équipe support pour mener à bien d'autres projets, pour pouvoir bien suivre les prises en charge, pour pouvoir être en contact avec les partenaires, avec les autorités, voilà, de pouvoir finalement faire avancer la structure et de laisser les équipes faire ce qu'elles savent faire au quotidien et gérer leur planning, gérer les personnes accompagnées. Ok. J'ai une autre question. Il y a 2 accompagnements, l'humain d'abord et compagnie. Est-il nécessaire de faire les deux? Quelle différence entre les deux? En fait, le collectif l'humain d'abord, c'était un collectif auquel à l'envie, la structure d'aide à domicile de laquelle découle compagnie est aussi cofondatrice. Et du coup, ce collectif-là, il intervient vraiment en amont dans la partie réflexion où vont se rencontrer en fait d'autres structures qui veulent réfléchir ensemble sur le parcours, sur les motivations. Donc, il y aura vraiment, ce sera des temps d'échange, de réflexion ensemble. Et compagnie va vraiment intervenir, certes, sur une partie aussi accompagnement, mais plus sur le côté formation. On va vraiment permettre à la responsable de secteur d'ajuster sa posture et outiller aussi les auxiliaires de vie dans ce nouveau travail, cette nouvelle manière de travailler qu'elles auront. Je vais rebondir aussi là-dessus. Nous, il y a un peu plus de 10 ans, on avait souhaité mettre en place des équipes. Donc, on a fait ça un petit peu tout seul dans notre coin. Et en fait, on a été très vite confrontés à des difficultés, des petits chefs par-ci, par-là, des jalousies, une gestion non maîtrisée. Puis, on a finalement abandonné complètement le projet. Et donc, c'est vrai qu'en 2021, quand ma responsable de secteur m'a reparlé des équipes autonomes, je me suis documentée, j'ai regardé les différents parcours et notamment le modèle Butzorg. Et le collectif L'Humain d'abord s'appuie beaucoup sur ce modèle. Et comme vous le disiez, Mélissa, ça va être plutôt tout autour de la philosophie et de mettre en marche la structure pour chacun change de posture. Là où la formation
va plutôt apporter du concret, en fait, sur maintenant, oui, on a tous compris, on a tous commencé à changer, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça que je trouve que les deux sont essentiels pour pouvoir avancer sereinement, comprendre aussi qu'il faut du temps. Nous, on est à 18 mois là, du début de notre parcours et on n'a pas terminé. Alors, les formations et l'accompagnement du collectif sont derrière nous, mais on n'a quand même pas fini. C'est un cheminement qui est très long et d'avoir plusieurs interlocuteurs et d'avoir même des sons de cloche différents, c'est quelque chose de très important dans la construction du parcours de chaque structure. Et du coup, pour rebondir un peu, en fait, compagnie, on va vraiment être sur la formation et la pièce maîtresse, je dirais, c'est vraiment la responsable de secteur où on va vraiment l'aider à ajuster sa posture. Donc, comment est-ce qu'elle va permettre de mieux accompagner efficacement, en fait, les équipes dans ce nouveau rôle, dans leur nouvelle mission. Et on organise cette formation-là. Donc, c'est une formation qui s'étend sur entre 4 et 6 mois. Et elle se fait aussi en interstructure. Donc, en fait, on va avoir d'autres responsables de secteur, d'autres structures qui vont se retrouver ensemble pour être formés. Donc, il y a vraiment ce brassage aussi de culture, de manière de faire, où on échange entre pairs, on suit aussi notre évolution. Donc, c'est très intéressant et c'est très apprécié. Et du coup, c'est des sessions de formation qu'on organise dans toute la France, selon la demande et la localisation des structures qui sont en demande. Je sais que là, on en prévoit 3 à la rentrée. On aura une à Paris, une à Bordeaux et une à Lille. Donc après, on pourra en revenir dans la suite. Mais vraiment, c'est des formations qui sont profondes. Il y a vraiment une grosse partie de coaching où on interroge vraiment notre management, notre personnalité, vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et pour rester du coup sur la dynamique de la formation, Gabrielle, toi, tu es formatrice aujourd'hui, tu accompagnes les auxiliaires de vie dans une formation qu'on appelle Savoir évoluer en équipe autonome. Donc, c'est une formation qui va onboarder en fait les auxiliaires dans cette nouvelle manière de travailler. Donc, qui mieux que toi pour nous en dire un peu plus sur comment ça se passe, qu'est-ce que toi, tu leur donnes comme outil pour qu'elles puissent être en main dans leur nouveau quotidien finalement. Alors cette formation, alors comment dire, elle se décline sur 4 sessions. Peut-être la première, moi j'arrive souvent un peu c'est un peu les départs, donc j'avoue que de ma posture, je suis aussi là pour un peu déminer ou en tout cas accueillir toutes les peurs, les résistances. Peut-être ça va répondre à la question de Ronan aussi, qui parlait de non-adhésion au groupe autonome. Souvent quand j'arrive, j'avoue, si je suis très honnête, il y a beaucoup on en profite, c'est quelqu'un d'extérieur pour exprimer qu'on n'est pas content et qu'on n'est pas d'accord. Et en tout cas, il y a souvent de ça qui émerge en début de session Savoir évoluer en équipe autonome. Et du coup, c'est l'occasion d'accueillir tout ça, puisqu'au départ, vraiment, cette formation, elle permet on est sur le pourquoi on se transforme, en fait. Ce modèle Burzorg, on passe de la pyramide à un nouveau schéma où les équipes, elles sont au centre, avec les professionnels du sujet, on les remet au milieu, on leur redonne toutes leurs valeurs. C'est celui qui sait, qui fait, qui est là, qui est au milieu. Et du coup, on commence à toucher à la philosophie de pourquoi on part sous ce modèle-là et comment on va s'organiser. Donc, avec la question des règles, des cadres, des chartes, etc. Et des rôles, finalement, parce que les rôles aussi, c'est un élément très important dans les équipes pour que ça se structure, que chacun se sente comme un maillon important de la chaîne aussi dans l'équipe. C'est notamment le fait de posséder un rôle. Et donc après, tout au long de la formation, on zoome sur ces rôles et l'importance de ces rôles qui sous-tendent des grandes missions à vivre en équipe et à vivre tous ensemble. Donc, dans ces formations-là, il y a tous ces apports pédagogiques. Et après, il y a beaucoup d'écoute, il y a des techniques aussi de comment on va faire pour communiquer ensemble, comment on va faire pour s'entendre. Donc moi, j'apporte de ça aussi. C'est un peu ma touche, moi, en tant que coach, ma touche préférée, la touche relationnelle. Donc, j'apporte aussi de ça dans cette formation, en plus de tous ces éléments. Voilà. Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans cette formation, c'est qu'en fait, elle n'est pas donnée en fait par des formateurs classiques. En fait, c'est des formateurs qui sont coachs dans des structures. Donc, en fait, ils sont amenés dans leur quotidien à accompagner des équipes en autonomie et
qui mieux que ces personnes-là pour accompagner d'autres auxiliaires qui vont cheminer vers ce travail-là. Je trouve que c'est vraiment la plus-value de cette formation. C'est ce qui aussi est rassurant pour ces auxiliaires qui se disent, en fait, c'est pas une personne qui est éloignée du terrain, qui ne sait pas trop vers quoi est-ce qu'on évolue, mais qui aura aussi les outils, qui pourra faire le parallèle avec les nombreuses structures qu'elle a accompagnées, mais ce qu'elle rencontre aussi dans sa structure avec ses auxiliaires. Et c'est tout ça qui fait la richesse et la beauté en fait de cette formation. Et quand je discute avec des auxiliaires de vie, parce qu'on en voit pas mal chez Allons-Vie, c'est ce qu'elles retiennent. Et Chantal, toi, tu peux me dire en fait qu'est-ce que tu as retenu de cette formation et comment est-ce qu'elle t'aide ou elle t'a aidé en fait dans ton quotidien vers l'autonomie? Ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'en arrivant, il y avait on était mélangés, on n'était pas tout de suite notre équipe de départ. Hein. Donc j'avais des collègues qui avaient peur, voilà la peur. On ne trouvait pas de sens à ce changement, donc on a peur, on ne sait pas faire, on ne sera pas capable. Et tout ça, j'avais une collègue à côté de moi qui a dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, je ne saurais rien faire. En partant, elle a dit je me sens beaucoup mieux, je suis prête à. Et ça fait plaisir parce que en fait, toute cette peur, elle s'enlève au fur et à mesure de la formation et la confiance s'installe et on se sent prêt à faire quelque chose finalement. Parce que au fond, nous, c'est vrai qu'on arrivait avec cette grande peur de rien savoir faire, c'est ça. Surtout qui était très plaisant aussi. Hein. Tu veux rebondir sur ça, Gabrielle? Oui, merci Chantal de le dire, ça fait vraiment partie des peurs souvent au départ de dire mais moi je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et je crois derrière ça, il y a aussi un besoin de réassurance qu'on est là en fait. Et que les accompagnants sont là et qui vont former, qui vont soutenir et qui vont écouter et qu'on est surtout sur la philosophie des petits pas et de l'écoute et qu'on est là pour mettre en valeur, accompagner et du coup, Chantal, ça me fait penser ce que tu dis à des personnes nous, qui se sont révélées aussi dans leur posture, quelque chose de l'ordre, on se sent plus important et on se sent en évolution. Et j'ai vu de belles transformations de personnes pour qui le métier avait pris un goût peut-être un petit peu terne ou un petit peu et le fait d'avoir ces rôles, d'être ensemble, de bosser en collectif, ça est réveillé ou en tout cas rehaussé certaines postures et personnes. Ouais. C'est ça. Je vois que les têtes se haussent, donc ça fait. J'ai une coordinatrice, une des accompagnatrices en venant de formation. La phrase qu'elle m'a dit, c'est comme si jusqu'à présent j'avais été dans le brouillard et que là d'un coup ça s'était levé. Voilà, et ça a été à la suite de ces 2 premiers jours de formation, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Ok. Et toi, Audrey, dans ta structure, tu as remarqué un changement au niveau de tes coordinatrices sur leur posture, sur leur sérénité au travail, le goût du métier. Est-ce que tu as des anecdotes ou tu peux nous Alors, parler? on a la responsable de secteur qu'on a, c'est la première personne qui m'a parlé effectivement des équipes autonomes. Elle est chez nous depuis un peu plus de 3 ans. Et dans ses anciens postes, elle vivait souvent très mal son métier. Elle le dit elle-même. Elle a été presque en burn-out dans une des structures dans laquelle elle était. Et aujourd'hui, elle aborde le métier vraiment sereinement. Je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. C'est pas non plus le monde des bisounours. Il y a des jours qui restent difficiles. Il y a quand même le turnover qui est là, etc. Mais elle aborde les choses différemment et c'est surtout son approche des intervenants qui n'est pas la même. Elle leur demande des conseils, elle les guide quand il y a quelque chose. La posture au quotidien n'est plus du tout la même. Elle n'impose pas les choses, elle demande. Donc voilà, il y a effectivement une façon de travailler qui est différente. On a mis aussi en place, alors c'est tout bête, mais on s'appelle tous par les prénoms. Même moi, en tant que directrice, j'appelle tout le monde par des prénoms. Pour moi, c'est des collègues et il faut que tout le monde puisse être, alors toujours avec le vouvoiement quand même, parce que de par mon poste, malheureusement, il faut quand même garder une certaine distance, mais on est une équipe et c'est essentiel qu'on soit proches les uns des autres. On essaye de casser cette coupure qu'on peut avoir entre l'équipe support et les équipes terrain pour former une seule entité, quoi. Ok, c'est intéressant ce que vous dites.
Ça me fait repenser, Gabriel, tu parlais de rôles tout à l'heure. Tu disais qu'avec les rôles aussi dans les différentes équipes, c'est rassurant pour elles. Quels sont les rôles que vous avez, que vous connaissez en fait dans votre structure chez Avenir? Nous, on a les rôles des référents planning. Là, ça répondra, je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions sur le sujet des plannings. Donc, les référents planning, donc il en faut plusieurs. Il vaut mieux en avoir plusieurs dans une équipe parce que le jour où ils se cassent la jambe, on ne le souhaite pas, mais ou ne serait-ce qu'ils partent en vacances, ben, on est bien embêté de ne pas avoir une deuxième personne suppléante. Donc, les référents planning, eux, ils font les mises à jour des modifications des plannings, en fait. C'est-à-dire que le planning, il se co-construit en groupe. Et ce sont des personnes qui sont formées sur l'outil. Nous, on utilise le logiciel Ximi. Elles sont formées sur cet outil-là pour mettre à jour les modifications qui ont été effectuées par les collègues, alors en réunion et en dehors des réunions quand il y a du mouvement, parce qu'il y a toujours du mouvement, hein, ça ne change pas. Enfin, si, ça change, mais bon, il y a quand même des réalités qui restent les mêmes. Quand il y a du mouvement, c'est des personnes qui savent faire cette manip depuis chez elles, un ordi, voire même les téléphones. C'est pas très ergonomique, mais elles y arrivent pour certaines. Et plus on avance, nous, notamment sur notre agence pilote, parce qu'on avait fait partir notre première agence pilote avant les trois autres, plus ça avance, plus il y a de personnes qui sont formées à cette capacité à mettre à jour les plannings, pour pouvoir autogérer, ne serait-ce que leur propre planning, dès qu'il y a des modifs, etc., pour éviter de charger une référente qui, même si elle met juste à jour, bah, si elle en a 4 ou 5 par jour, voilà, ça se rajoute à une journée qui est déjà une journée bien chargée d'auxiliaire de vie, quoi. Ok. Donc, on a le rôle planning. Il y a quel autre rôle, en fait, que vous avez mis en place dans la structure? Alors, notamment des rôles qui s'animent lors des réunions d'équipe. Là, on essaye vraiment de faire en sorte que les personnes s'activent lors des réunions et se sentent responsables et dynamisent finalement cette réunion. Hein. On sort du modèle de c'est la responsable qui arrive, tac, et puis qui donne l'ordre du jour, etc. etc. Donc, pour aider à cette mise en mouvement, il y a des rôles tels que le gardien du temps, gardien du thème. On a parfois des rôles de régulateurs qui se mettent en place aussi, des personnes qui veillent au volume, qu'est-ce qui se joue là, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir de la charte de valeurs, des choses comme ça. La personne qui va co-construire l'ordre du jour et animer la réunion un peu plus précisément que les autres, celle qui va faire le compte-rendu. Voilà, donc ça, c'est vraiment les rôles qui s'animent lors des réunions. Une maîtresse de maison aussi, de temps en temps, qui ramène dans certaines équipes, qui fait vivre un peu la convivialité dans l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est pour les réunions. Et après, on les fait participer quand on y arrive, parce qu'on n'y arrive pas toujours non plus en termes de planning, etc., mais les faire participer aux entretiens de recrutement, faire participer aux premières visites à domicile, quand il y a des nouveaux clients. Voilà, elles sont partie prenante de qui rentrent dans l'équipe en termes de clients, de bénéficiaires ou de nouvelles collègues. C'est avec elles qu'elles vont bosser, donc voilà, on leur laisse ce regard de professionnel du sujet, du terrain, en compagnie, en lien avec le regard aussi avisé et utile et important de leur chargé de relations, qui est toujours là, de toute façon, pour appuyer, seconder, faire sa propre vérif à elle, avec son propre regard à elle sur le sujet, etc. Ok. Ouais. Et Audrey, est-ce qu'il y a des rôles autres que ceux qu'a cité Gabriel que tu as dans ta structure? Non, alors la définition des rôles est encore en cours dans les équipes parce qu'on veut qu'elles puissent choisir elles-mêmes et qu'elles puissent savoir ce qu'elles souhaitent faire. Alors les rôles planning, ça a été d'abord les éclaireuses qui ont eu ce rôle-là parce qu'elles ont été formées au courant de 2022. On a aussi Ximi. Et là, on est en train d'en former d'autres puisque le rôle planning, malgré tout, reste le premier dont on a besoin. Et après, dans les rôles, il y avait effectivement le rôle du gardien du temps dont on avait parlé, le rôle de l'animatrice, le rôle de celle qui gère l'ordre du jour de la réunion, etc. Donc, c'est des choses qui vont se dessiner. Mais pareil, je pense que ça va être différent d'une équipe à l'autre, alors parce qu'elles n'ont pas la même taille, parce que ce n'est pas les mêmes personnalités, etc. On se laisse toujours du temps. Donc, on s'est laissé jusqu'à octobre pour que les rôles soient vraiment définis dans chaque équipe. On a remarqué effectivement que dans certaines équipes, il y avait un manque d'adhésion et je pense que cette organisation en rôle va permettre à chacun d'y trouver son compte. Ce qu'on leur a dit en fait dès le départ, c'est qu'on souhaite que chacun fasse
même une toute petite chose, mais que chacun soit actif. Même si c'est de ramener le gâteau, puisqu'effectivement, elle ramène toujours plein de choses à manger, mais que chacun ait un vrai rôle au sein de son équipe. C'est vrai que les temps de réunion, c'est de vrais moments conviviaux et nous, on le remarque aussi dans nos locaux avec les auxiliaires de vie d'Allenvie qui font les réunions avec toujours des petits goûters, c'est toujours sympa, même pour nous aussi qui passons. Donc, c'est toujours plaisant aussi de prendre du temps pour discuter avec elle. Et Chantal, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe une réunion, qu'on déconstruise un peu le mythe des réunions d'équipe entre auxiliaires, qu'est-ce qui s'y passe vraiment? En fait, ce qui se passe chez nous, voilà, on démarre par un petit déjeuner en commun. Voilà. Et c'est notre coach qui râle parce qu'elle prend du poids et puis elle rentre plus dans le maillot de bain. Et donc après, on fait un petit tour de table, comment on se sent, chacune, l'humeur du jour et si on a des petits problèmes. Et ensuite, c'est vrai que la plupart du temps, on commence par le planning. On réajuste les plannings, les petits remplacements, où on voit déjà en amont tout ce qui est remplacement de congés d'été ou congés de printemps. Et ensuite, on discute, on refait les projets de vie ensemble et puis on discute de nos petits problèmes de la semaine passée. Voilà, et tout se passe très bien. C'est une bonne osmose et puis une belle cohésion chez nous. Voilà. Ceci dit, maintenant, j'ai vu une petite question par rapport au remplacement quand il y a de l'absentéisme. Nous, on a créé un groupe de WhatsApp et ça se fait très rapidement, hein, finalement. La collègue envoie sa photo de son planning pour la semaine et ça se fait à une vitesse, mais je n'ai jamais vu ça. Avant, il fallait 1 ou 2 jours. Et apparemment, il y a d'autres équipes qui fonctionnent pareil. Ça se fait à une très grande vitesse. Chacune prend quelque chose et c'est fait. D'accord. Et vous êtes combien dans votre équipe? Il y a combien Nous, d'auxiliaires? on est à 5. 5? 5, oui. D'accord. Et Audrey, du coup, vous avez combien d'équipes au total et quelle est la moyenne d'effectifs? Alors, on a 8 équipes. En moyenne, c'est 6-7. Il y a des équipes un peu plus petites, des équipes un peu plus grandes. On ne dépasse pas 9. 9, c'est vraiment le maximum qu'on s'est fixé. Et en fait, tout va dépendre un petit peu de la géographie, puis de l'absentéisme du moment. Parce que dans l'équipe de Chantal, par exemple, on en a 2 qui sont en congé maternité. Oui. Donc, sinon, l'équipe serait aussi un petit peu plus grande. Mais voilà, donc ça dépend des moments. Mais sinon, on s'est fixé, à peu près, je trouve, 6-8. Au-delà de 8, ça devient un petit peu compliqué de bien s'entendre. On a une petite équipe où elles sont que 4 et là, c'est pareil, c'est un petit peu difficile parce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Donc voilà, 6-8, ça me semble quelque chose d'idéal. D'accord. Et chez toi, Gabriel, combien d'effectifs en moyenne et combien de responsables de secteur pour combien d'équipes environ? Alors nous, par agence, il y a deux chargés de relations du coup. Et il y a, c'est ça, une moyenne de 8 à 10 équipes à peu près. Hein, donc toujours une chargée de relations plus orientée bénéficiaire, l'autre plus orientée auxiliaire de vie. Mais ouais, c'est ça ça donne ça. Après, en termes d'effectifs, c'est pareil, entre 4 et... On est allé une fois, je me souviens, une équipe qui arrivait plus à se désectoriser parce que quand tu as grossi, c'est mieux de la rescinder. Et il y a eu un moment où on a laissé traîner un peu ça parce que c'est dur de resectoriser, on sait ce que ça implique, ça veut dire quitter des bénéficiaires, ça veut dire se re-questionner, comment on remixe tout ça. Et donc on a laissé un peu, j'avoue, de passer de temps, elles sont montées jusqu'à 12, jusqu'à ce qu'on dise stop, ce n'est plus possible, il faut s'arrêter là. Ce grand groupe qui s'entendait bien, c'était super, mais en même temps, il fallait faire quelque chose. Et quand elles se sont rescindées, d'ailleurs, ça a redonné 2 équipes avec des personnalités différentes, des personnes qui, du coup, ne s'investissaient pas vraiment, qui ont repris ça leur a donné comme du moteur quoi, à avoir de nouvelles missions, de nouveaux rôles. Et on a vu de jolies choses se transformer. En effet, dès qu'une équipe bouge, il se passe quelque chose à l'intérieur qui fait que l'énergie n'est plus la même, les connexions sont plus les mêmes. Et ça fait parfois des bons dans l'autonomie, justement, dans les avancées, ou parfois dans les régressions. Ça bouge, hein, c'est curieux, mais ça bouge dans un sens ou dans l'autre. C'est comme une spirale. Et ouais,
D'accord. Ça me fait repasser, en repensant en même temps dans les rôles, on veut définir aussi un rôle famille avec une personne qui aura Oui, les plutôt voilà, cette spécificité de pouvoir avoir les échanges lorsqu'il y a des choses à mettre en place, etc., ou pour accompagner la responsable de secteur sur les rendez-vous et des choses comme ça. Ok. Du coup, là, il est 14h46. Je propose qu'on passe un peu aux questions dans le chat. Je pense on a répondu déjà à pas mal de questions. On essaiera de balayer au fil de l'eau. J'ai Crifo, j'espère que je le prononce bien. Bonjour, y a-t-il des prérequis avant de démarrer, nombre de salariés, etc. Des financements sont-ils possibles? Est-ce que une de vous veut essayer d'y répondre en termes de prérequis avant de démarrer? Alors, pour moi, le prérequis avant de démarrer, c'est que la direction ait l'envie de changer. C'est le prérequis essentiel. Il faut que la direction embarque, sinon le reste n'embarquera pas. Pour ce qui est des financements, c'est toujours possible, mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre du quotidien. Donc, nous, on a réussi à avoir des prises en charge par AG2R, la mondiale, à travers des petits appels, par la Fondation Bruno aussi, où on avait répondu. Et là, on espère, à travers notre CEPOM, avec la dotation qualité, pour financer la partie réunion. Mais bon, rien n'est certain pour l'instant. Mais voilà, pour toute la partie mise en place, on a eu ces prises en charge-là. Et pour la partie formation, on a l'OPCO, Uniformation, qui a pris en charge quasiment toutes les formations. Parce que, pour rappel, les formations de compagnie, elles sont certifiées Calliope. Donc, voilà, vous pouvez faire la demande auprès de l'OPCO de Uniformation. C'est totalement possible. Céline, nous avons répondu à la question de Céline sur la répartition des plannings, la gestion de l'absentéisme. Ensuite, Crifo, il nous dit qu'avez-vous expliqué aux auxiliaires pour leur donner envie d'adhérer au projet et les intérêts pour eux? Gabriel? Ouais, peut-être ce que je peux dire, c'est de les relier au sens, en fait, en quoi ce sera peut-être plus logique, plus facile, plus opportun de travailler entre professionnels du sujet plutôt que ce soit quelqu'un qui est responsable donneur d'ordre, qui va dire quoi faire, etc. Donc, c'est aussi accentué sur la solidarité, sur les avantages, en fait, d'être ensemble, d'être en lien, de choisir, d'avoir la liberté de dire, de se remplacer, d'être solidaire, se mettre en avant tous ces avantages-là. Ouais, pardon, Chantal. Je peux réagir? Oui, C'est juste aussi, moi qui suis là depuis 10 ans, je veux dire, j'avais souvent des mois à plus de 800 km par mois. Là, je vais à pied ou à vélo chez mes bénéficiaires. Et ça, franchement, mère nature, merci. C'est vraiment une qualité de vie plus du tout comparable à avant. Voilà, ça c'est énorme. C'est dû à la sectorisation, c'est ça? Le fait que vous soyez sectorisé, que vous interveniez aussi sur un périmètre qui soit défini. Donc, ça permet en fait l'accessibilité. Oui, voilà, au plus proche. Ok. Et on gagne du temps. Du temps surtout. Merci beaucoup, Chantal. On a la question de Cindy. Bonjour, quelles limites constatez-vous à ce nouveau modèle d'organisation? Je ne sais pas encore. Des limites, c'est les limites des problématiques de notre métier. C'est-à-dire qu'il faudra quand même toujours qu'il y ait des gens qui travaillent tôt le matin, des gens qui travaillent tard le soir et des gens qui travaillent le week-end. Voilà, ça fait partie des choses que les équipes autonomes ne vont pas changer. Il y aura, même si on a sectorisé qui est un peu moins de kilomètres, il y aura toujours des remplacements qui des fois sont un peu plus éloignés. Donc voilà, les limites en fait c'est ce qu'on a expliqué à certaines équipes qui avaient peut-être des fois vu la transformation comme un changement de leur métier. Non, le métier d'auxiliaire de vie reste le métier d'auxiliaire de vie et les problématiques liées à notre secteur restent les problématiques liées à notre secteur. Ce que ça change, c'est plutôt effectivement, comme l'a dit Chantal, dans la qualité de vie au travail, dans la relation à l'autre, on arrive en fait avec le sourire et même dans les jours difficiles, je le vois avec l'équipe support, tout le monde a le sourire quand même en fait. Et puis oui, il y a des problèmes, mais c'est pas grave, on va y arriver tous ensemble. Merci. Merci Audrey. On a Maryse. Ça veut dire que les auxiliaires ont accès au planning, elles ont un PC à disposition. Gabriel, est-ce que tu veux nous partager comment ça se passe? Alors nous, comment on a fait, on avait acheté plein de tablettes pour les auxiliaires de vie. Et en fait, en tout cas, de mon expérience, ce n'est que mon expérience,
c'est peu ergonomique finalement pour la gestion de planning. Donc là-dessus, voilà, je partage parce que ça fait partie aussi des ratés, on en a aussi. Et on a eu plutôt du coup affaire à, on a, dans chaque agence, il y a un petit Chromebook qui est à disposition. Comme ça, pour les réunions, elles peuvent se servir de ce Chromebook. On a parfois aussi des ordinateurs qui sont un peu de côté pour des stagiaires ou autres. Donc là, elles peuvent se servir en effet des ordinateurs qui sont là. Néanmoins, en étant très honnête, quand elles sont chez elles, elles utilisent, celles qui sont référentes planning, ont accès à un ordinateur qui est le leur. Elles utilisent, en tout cas pour nous, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que d'autres structures ont pu investir dans des ordis à passer à leurs auxiliaires. Nous, ce n'est pas notre cas pour l'instant. Peut-être que ça le sera plus tard. Mais les personnes ont consenti à utiliser leur ordi en disant non, mais on préfère le faire. Sinon, il y avait l'option de sinon, on le redonne à votre chargé de relations qui va le faire. Mais non, je préfère le faire depuis chez moi. Elles avaient ce niveau d'adhésion. Il faut qu'il y ait ce niveau d'adhésion qui soit là et qui soit OK, quoi. Mais oui, ça veut dire qu'elles ont accès au planning, ouais, tout à fait. Alors, on a aussi Ximi et c'est vrai que l'ergonomie sur tablette ou téléphone n'est pas adaptée. Alors, ils sont en train de développer un module équipe autonome pour l'année prochaine. Donc, voilà, on verra ce qu'il en ressort. Mais du coup, on a effectivement fourni un ordinateur par équipe. Et à terme, quand elles seront plusieurs à être référentes planning, c'est un ordinateur qui va tourner un peu entre elles. Ou alors, comme Gabrielle, elles travailleront un petit peu avec le leur perso. Mais voilà, on a quand même un ordi par équipe qui tourne et qu'on aimerait laisser en place. D'accord. On a Valérie qui nous demande comment est intégrée une nouvelle auxiliaire de vie qui arrive et qui n'est pas dans cette démarche d'équipe autonome. Comment est-ce que vous arrivez à les intégrer? Chantal, est-ce que tu peux nous partager je ne sais pas s'il y a déjà eu le cas d'une nouvelle arrivée dans votre équipe? Oui, justement, quand on a démarré au mois de mars, on a eu Aurélie qui est arrivée. Et finalement, on avait parlé d'un rôle parrain-marraine qu'on aurait. Donc voilà, on la prend un peu sous notre aile et on l'aide à vraiment bien s'intégrer. Et ça s'est très bien passé. Et puis, elle est bien en confiance. Et puis voilà. Et puis, elle reste avec nous. Elle a eu son CDI au mois de juin. Elle reste avec nous. Ouais. Okay. C'est ça, et on a, nous, dans nos recrutements, en fait, c'est quelque chose dont on parle dès le début. Je sais que dans certaines structures, c'est les équipes qui recrutent. Nous, on a gardé encore ce rôle-là sur l'équipe support. Mais par contre, elle est tout de suite, comme le dit Chantal, accueillie dans l'équipe, en fait, dès la première réunion. Tout le monde l'accueille bras ouverts en expliquant un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est même finalement plus serein que l'intégration qu'il y avait avant les équipes. D'accord. Ok, là, il est 14h53. On va essayer encore de prendre 2 questions. J'ai Valérie. Y a-t-il eu des départs de personnes qui ne s'y retrouvaient pas, que ce soit au niveau des encadrants comme des auxiliaires? Alors nous, dans notre équipe support, non, mais au niveau des auxiliaires, oui. On le savait un petit peu, les personnes qui sont très individualistes et qui, déjà dans le passé, refusaient d'échanger avec leurs collègues, etc. Donc, on a eu quelques départs liés à ça. Mais voilà, on avait dit dès le départ qu'on ne ferait pas de personnes à part qui ne seraient pas dans des équipes. C'est tout ou rien. Donc, voilà, soit on adhère, soit on nous quitte. Ok. Et Gabrielle? Pareil, je me rappelle au tout départ, quand on a présenté le modèle, il y a une responsable du secteur qui a dit moi, ce nouveau métier, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être là-dedans, d'écouter les gens, avoir des problèmes, des conflits, des machins. En tout cas, voilà, elle aimait son métier de responsable du secteur tel qu'il était. Donc, elle a décidé de nous quitter avant de commencer. Et puis une auxiliaire de vie qui était super, mais qui n'avait pas du tout envie de bosser en équipe et qui a décidé de pas se lancer du coup dans l'aventure. Il y en a d'autres qui ont pu quitter aussi en cours de route, hein, parce que il ne faut pas se leurrer, il y a aussi parfois des ambiances dans les équipes qui ne sont pas faciles, pas toujours faciles. Il y a des périodes de fatigue, il y a des périodes de sur-travail, etc. Et des personnes qui ont décidé de quitter aussi le bateau, équipe ou pas équipe, mais en tout cas, voilà, ça n'empêche pas les gens de partir s'ils ont envie de partir, s'ils ont envie d'autre chose. Ok, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions dans le chat, donc ça veut dire qu'en fait,
C'était très riche aussi le webinaire. Je vais prendre une dernière question et après on essaiera quand même de revenir vers les personnes qui ont posé des questions pour quand même vous donner une réponse. Je vais prendre la question de Noémie qui dit l'équilibre financier entre les heures facturées et les heures non facturées est-il pérenne à moyen terme? Alors, il y aura des calculs à faire après, mais dans ce qu'on a prévu et dans ce qu'on ressent déjà aujourd'hui, on a un gain sur l'absentéisme. On a rien que là, sur ces 4 premiers mois, un taux d'absentéisme qui a fortement diminué, un taux d'appel sur l'astreinte qui a fortement diminué aussi. Et donc, il va falloir mettre en parallèle, en fait, ces coûts supplémentaires avec les économies aussi réalisées de par le suivi. Pareil, le taux d'atteinte des prises en charge, avec une meilleure organisation, on arrive aussi mieux à suivre nos prises en charge. Voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre catégoriquement que ça s'équilibre. Mais voilà, dans les prévisions qu'on a pu faire et dans ce qu'on ressent aujourd'hui il y a quelques mois, on sent qu'effectivement, on va avoir des gains sur certaines parties qui vont venir compenser finalement les dépenses supplémentaires. Gabrielle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur… Sur cette partie-là, j'avoue que moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je rejoins sensiblement Audrey sur ce qu'elle a dit. Néanmoins, je ne m'aventurerai pas à aller trop plus loin sur ce sujet-là, donc je ne suis pas spécialiste. Ok, mais il n'y a pas de problème. Là, il est 14h57. Ce que je vous propose, c'est un dernier tour de table. Et j'ai une question pour vous. Quels sont les ingrédients qui vous ont permis de cheminer sereinement vers l'autonomie? Donc, cette question, elle est pour Audrey et Gabrielle. Qu'est-ce qui vous a permis d'être sereine et rassurée, en fait, tout au long de ce parcours que vous avez entamé? Alors pour moi, l'ingrédient primordial, c'est l'accompagnement. C'est un cheminement qui ne peut pas se faire tout seul. C'est un long chemin. On demande quand même à tout le monde de changer de posture, de la direction à l'auxiliaire de vie. Et cet accompagnement et le témoignage en fait d'autres structures, d'autres partenaires, c'est en même temps rassurant, ça questionne sur nos problématiques, ça questionne sur nos mises en place et ça permet de réajuster au fur et à mesure. Ok, intéressant. Et toi, Gabrielle? Oui, moi, c'est pareil, hein, beaucoup de… alors moi, je suis accompagnante des accompagnants, donc il fallait aussi que je me fasse accompagner par ailleurs, mais c'est ça, en fait, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans le témoignage, c'est d'appeler à l'envie, au secours, comment vous vivez ça, d'appeler Vivat, d'appeler en tout cas des structures qui ont fait le mouvement, qui sont dedans, qui vivent des difficultés ou qui se sont réajustés. Et c'est le partage, beaucoup de partage. Je pense que le partage… Ça nous a permis de venir se rassurer dans des moments de doute et de savoir comment on s'y prend, de mieux réfléchir, quoi, d'être dans cette transmission-là, dans ce partage-là. Ouais. Ok. Et du coup, pendant que Chantal peut nous partager en fait son mot, qu'est-ce que toi, Chantal, est-ce que tu peux dire aux auxiliaires de vie qui s'interrogent et qui ont peur en fait d'aller vers ce principe-là, qu'est-ce que toi tu peux leur dire en fait Qu'est-ce que je peux leur dire? Venez, embarquez dans le navire et essayez. C'est qu'en essayant qu'on peut savoir. Voilà. Ok. Mais c'était sur ces belles paroles, nous allons clore ce webinaire. Merci vraiment à Audrey, à Gabrielle et à Chantal d'avoir été disponibles en fait pour nous partager leur parcours. J'ai été ravie en fait de partager cette heure avec vous. C'était très plaisant de découvrir aussi l'enthousiasme et les questions qu'il y avait qu'on pouvait lire dans le chat. Les participants, n'hésitez pas aussi à nous partager quelques ingrédients avec lesquels vous repartez si jamais il y a des citations, il y a des paroles qui vous ont marqué, il y a des choses que vous avez envie de tester. Si vous avez pris des petites résolutions sur des petits pas, n'hésitez pas à nous partager aussi. Avec plaisir qu'on les lira. Et merci encore à vous pour ce webinaire et on reste à disposition si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez besoin
de réfléchir à un éventuel accompagnement, un éventuel fonctionnement qui serait à votre sauce avec vos ingrédients. Nous sommes à disposition et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes sur Compagnie. Merci à tous. Bon week-end. Merci, Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.